Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans cette émission, nous allons explorer une histoire bouleversante. Celle d'une femme qui a été confrontée à l'horreur et qui a réussi à s'en sortir malgré toute attente. Notre histoire remonte à une dizaine d'années. Chloé, alors âgée de 21 ans, confie que cette expérience restera jamais gravée dans sa mémoire. À cette époque, Chloé était étudiante et venait de mettre fin à une relation compliquée. Fragilisée par cette rupture, elle se sentait isolée, n'ayant que très peu de contacts dans la ville, mis à part son ex et ses amis. Face à ce sentiment de solitude, elle installa une application de rencontre, cherchant à discuter, tisser des liens amicaux, voire développer une relation plus profonde. Quelques jours plus tard, Chloé fit la connaissance de Simon, un jeune homme de 25 ans, légèrement plus âgé qu'elle. Leurs échanges, bien que sporadiques, s'étendirent sur une semaine. Simon se présenta comme un membre d'un groupe de musique vivant dans une maison partagée avec ses compagnons de scène. Il lui envoya des vidéos de leur groupe, mais celles-ci, publiées sur YouTube, semblèrent peu convaincantes. Très peu de vues, une image fixe qui paraissait fortement retouchée. Oui, parmi les musiciens, l'un d'eux pouvait vaguement correspondre à Simon, mais rien ne permit de l'affirmer avec certitude. Quant à la musique, il s'agissait d'un mélange de styles qui n'était pas vraiment du goût de Chloé. Cependant, cela lui importait peu. Simon lui semblait être quelqu'un de sympathique, en dépit de ses préférences musicales, et puis elle cherchait surtout à se faire des amis. Et du jour au lendemain, Simon cessa de lui parler. Chloé se dit simplement que leurs échanges étaient terminés et qu'ils n'avaient plus rien à se dire. Je n'étais pas vraiment touchée, surtout que la conversation ne m'intéressait même pas vraiment. Cependant, un jour, alors qu'elle se trouvait au travail, Chloé reçut un message de Simon. Il s'excusa longuement pour son silence et pour se faire pardonner, il l'invita ce soir à un barbecue organisé dans son jardin en compagnie de ses amis et de ses camarades de groupe. Simon expliqua que leur prétendu manager de groupe leur avait fourni une maison pour enregistrer leur musique. Son explication m'a paru un peu bancale, surtout vu le nombre de vues ridicules sur leurs vidéos YouTube. Mais bon, comme je n'avais rien de prévu, je me suis dit pourquoi pas. En temps normal, Chloé aurait refusé une telle invitation, surtout venant d'un inconnu. Toutefois, son ennui persistant et son désir de surmonter son anxiété sociale la poussèrent à envisager cette opportunité comme une occasion de faire de nouvelles rencontres. Simon avait également présenté cet événement comme une grande fête, ce qui finit de la convaincre. Avant de s'y rendre, Chloé fit des recherches sur le quartier mentionné par Simon à l'aide de Maps. Elle découvrit qu'il s'agissait d'une zone résidentielle de banlieue, peuplée majoritairement de familles aisées. L'idée d'être dans un jardin en pleine journée d'été lui sembla plutôt rassurante. Il y aurait sans doute des voisins dehors. De plus, le lieu se situait à seulement quelques arrêts de métro de son travail, et son service prenait fin dans quelques heures. Chloé lui fit part de son inconfort à l'idée de se rendre chez un inconnu. Elle précisa néanmoins qu'elle passerait un moment si elle n'avait pas à rentrer dans la maison. Simon accepta sans hésitation, ce qui la rassura quelque peu. Déterminée à tenir cette condition, elle se retint même de boire afin de ne pas avoir à utiliser les toilettes, évitant ainsi de pénétrer dans la demeure à tout prix. Chloé était assez nerveuse à l'idée d'arriver seule à un tel événement, surtout en sachant que des invités seraient déjà présents. Elle craignait également de ne pas trouver facilement l'adresse. Elle demanda alors à Simon de venir la chercher à la station de métro, qu'il avait indiqué comme étant proche de la maison de toute manière. Ce dernier accepta courtoisement. Chloé arriva vers 17h30 et lui envoya un message. Pourtant, Simon ne se présenta pas. Elle scruta les environs, mais ne vit personne. Il lui annonça qu'il avait un léger retard. Résignée, Chloé se mit donc à chercher seule la maison. Soudain, elle aperçut Simon au loin. Il portait un pantalon en pattes d'éléphant et avait de longs cheveux. Mais un détail troubla Chloé. Il n'avait pas l'air comme sur ses photos. Il semblait plus vieux et en fait, c'était carrément pas lui. Mais je n'y ai pas prêté trop attention. Peut-être qu'il était juste complexé, qu'il avait trop fumé ou qu'il se foutait un peu de sa peau. Après tout, Chloé était venue avant tout pour se faire des amis. Elle décida donc de passer outre ce détail. Cependant, Simon était visiblement ivre, réellement éméché, mais cela ne la surprit pas outre mesure.
Après tout, il organisait un barbecue et ce genre d'événement s'accompagnait souvent de boissons. C'est à cet instant que les choses commencèrent à se gâter. Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte d'entrée, Chloé lui rappela qu'elle n'était pas particulièrement à l'aise avec l'idée de pénétrer dans la maison d'un inconnu. Simon tenta alors de la rassurer. T'inquiète, tout se passera bien. Il faut juste qu'on traverse pour accéder au jardin. Face à cette affirmation, Chloé se trouve dans une situation délicate. La configuration de la maison ne permet pas de contourner la bâtisse pour rejoindre le jardin. Elle n'a donc d'autre choix que d'accepter. Une fois à l'intérieur, Simon referme immédiatement la porte derrière eux. Bien que cela puisse paraître étrange, Chloé ne s'en formalise pas immédiatement. Après tout, il n'y avait apparemment personne à l'intérieur. Et certaines personnes ont juste cette habitude de verrouiller la porte en entrant. Mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise. Simon propose alors de lui faire visiter la maison. Chloé décline poliment, rappelant qu'elle est uniquement venue pour le barbecue. Il insiste en lui expliquant que lui et ses locataires musiciens ont travaillé dur pour obtenir cette maison et qu'il en est particulièrement fier. Cette justification éveille chez Chloé une certaine méfiance. Généralement, lorsqu'un homme tente de l'impressionner avec des récits un peu exagérés, la vérité finit par se révéler une fois chez lui. Malgré ses doutes, Chloé choisit de ne pas se montrer trop suspicieuse. Après tout, elle est déjà à l'intérieur de la maison. Simon promet que la visite sera rapide. Bien que cette décision ne soit pas des plus sages, Chloé accepte, justifiant son choix par sa tendance à minimiser les signes d'alerte. À ce moment-là, Simon me semble juste être un artiste un peu bizarre, un peu maladroit dans ses discussions et un peu mytho, mais pas vraiment dangereux. Il lui rappelle même son ex-compagnon, qui avait un comportement émotionnellement et verbalement abusif, mais sans jamais franchir une limite physique. Chloé se dit que dans le pire des cas, Simon pourrait se montrer un peu entreprenant et la critiquerait peut-être si elle refusait d'aller plus loin. Ayant une faible estime d'elle-même à l'époque, elle finit par accepter. La visite commence de manière relativement anodine. Ce qui surprend immédiatement Chloé, c'est la décoration des espaces communs, qui évoque davantage les goûts d'une adepte de Martha Stewart, d'âge mûr, que ceux d'un groupe de musiciens ou de leur supposé manager. Cette découverte la laisse perplexe. D'un côté, cela se confirme que Simon mentait probablement. Mais de l'autre, Chloé en déduit que la maison pourrait simplement appartenir à la mère d'un ami, parti en voyage, et que Simon ne souhaite pas lui avouer qu'il vit chez les parents d'un proche. Une autre alerte, certes, mais que Chloé parvint à rationaliser. Les portes des chambres sont toutes fermées, et la salle de bain ne présente rien de notable. Simon conduit ensuite Chloé à la cuisine, où elle remarque enfin, par la fenêtre, qu'il n'y a absolument personne dans la cour. Aucun signe d'un barbecue. Pas de matériel de grillade, pas de burger en train de décongeler, ni d'ingrédients pour des cocktails. Intriguée, elle lui demande où sont les invités et pourquoi il a menti à propos du barbecue. Simon lui explique que ses camarades de groupe sont encore en tournée, mais qu'ils ont eu des problèmes avec leur van, et qu'ils devraient arriver d'une minute à l'autre pour commencer la fête avec tous les ingrédients. Chloé est de plus en plus méfiante, lui demande pourquoi lui, en tant que membre du groupe, n'est pas en tournée avec eux. Et sa réponse fut tellement incohérente que Chloé ne s'en rappelle même pas. À ce moment-là, elle cesse de chercher des justifications pour excuser ses comportements douteux. L'angoisse monte progressivement, mais elle tente de garder son calme. Cherchant une issue, Chloé espère qu'une fois la visite terminée, ils pourront retourner dehors, même brièvement, ce qui lui permettrait de partir de manière discrète. Elle a déjà connu des situations inconfortables dans le passé, mais jamais au point d'être physiquement empêchée de partir d'un lieu semi-public. Elle sait que Simon ment, mais ignore encore à quel point la situation pourrait empirer. Par instinct, elle feint de croire à ces histoires. Simon lui propose une bière qu'elle décline en prétextant devoir travailler le lendemain matin. Il accepte et en ouvre une pour lui-même. Il lui propose ensuite de descendre au sous-sol pour poursuivre la visite. Depuis le haut de l'escalier, Chloé aperçoit que l'endroit est sombre et inquiétant, avec de toutes petites fenêtres. Elle refuse catégoriquement et suggère plutôt de retourner à l'extérieur.
mais Simon insiste pour finir la visite avant. Elle tente de se justifier en prétendant avoir une phobie des araignées et une aversion pour les sous-sols. De simples mensonges pour ne pas révéler que c'est Simon lui-même qui l'effraie. Cependant, il commence à montrer des signes d'agitation face à sa réticence. N'ayant pas d'autre option, Chloé décide de le suivre, espérant que cela mette rapidement fin à cette situation oppressante. Le sous-sol est plutôt banal. Un canapé, une télévision, un vélo elliptique. Rien de notable jusqu'à ce que Chloé remarque un détail qui lui glace le sang. Bien que la maison semble avoir été construite dans les années 1990, ou plutôt à la fin des années 1980, une porte attire son attention. Elle ressemble étrangement à la porte lourde et garnie de mousse de la chambre froide de sa grand-mère. Le genre de porte qui ne s'ouvre que de l'extérieur. Une version plus petite des grandes portes métalliques des chambres froides commerciales. L'ensemble paraît totalement incongru dans une maison de ce type. Chloé refuse catégoriquement de s'en approcher. Simon ouvre la porte et lui explique qu'il s'agit de leur studio de musique insonorisé. Elle jette un regard à l'intérieur, depuis plusieurs mètres de distance. L'espace est effectivement insonorisé, à peu près de la taille d'une chambre. Elle distingue quelques guitares et amplis, ainsi que des matelas fixés au mur. Cependant, aucun signe d'une batterie ni d'équipement d'enregistrement. Simon insiste pour qu'elle entre afin de mieux voir, se tenant à l'extérieur tout en lui faisant signe d'avancer. Une alarme intérieure se déclenche chez Chloé. Elle réalise qu'elle pourrait être en danger, en grave danger. Elle tourne les talons et monte précipitamment les escaliers. Simon referme la porte derrière lui et la suit, cherchant à comprendre ce qui ne va pas et feignant l'incompréhension face à son refus de visiter le studio de musique insonorisé. L'inquiétude de Chloé atteint son paroxysme. Là, je savais ce que je devais faire. Sortir de cette maison, peu importe comment. Cependant, les portes d'entrée et de sortie sont fermées et verrouillées, rendant une fuite difficile. La salle de bain ne dispose pas de fenêtres. L'agencement de la maison est complexe et elle ne la connaît pas bien. Simon est bien plus grand qu'elle, de type élancé et qui peut courir vite même s'il fume un paquet par jour. Elle décide de feindre la normalité, espérant que cela suffise à calmer la situation. Pendant quelques minutes, ils échangent des banalités. Simon ouvre une nouvelle bière et semble se détendre, ce qui lui permet de souffler légèrement. Désespérée, Chloé cherche alors une nouvelle fois de profiter du beau temps dans le jardin. Simon refuse et commence à s'agacer face à sa volonté de sortir. Elle prétend alors vouloir fumer une cigarette, espérant que cela puisse être une excuse pour sortir. Simon lui répond qu'ils peuvent fumer à l'intérieur, lui montre un bol de céréales rempli de mégots. La frustration de Chloé monte, mais elle s'efforce de garder son calme. Ils s'installent à la table et allument leurs cigarettes. Une fois la scène terminée, Simon commence à rouler un joint qu'il allume immédiatement. Il lui propose d'en prendre et, bien qu'elle décline poliment, il insiste. Pour éviter de le contrarier, Chloé accepte d'en tirer une petite taffe. Elle feint de tousser exagérément, prétendant être novice. Heureusement, Simon ne semble pas être doué pour détecter les mensonges des autres. Après cette scène, Simon propose de regarder un film en attendant le retour de ses camarades, qui devra arriver d'une minute à l'autre. Chloé, quant à elle, exprime une nouvelle fois son envie de profiter de la journée à l'extérieur, suggérant une promenade ou une visite au parc. Des idées que Simon rejette sèchement. Elle tente de maintenir une distance physique entre eux, mais il reste suffisamment proche pour qu'elle sente l'odeur de la bière sur son souffle. Lorsqu'il lui saisit la taille, elle recule immédiatement et cherche à détourner l'attention en évoquant la nourriture pour le barbecue, feignant toujours de croire à ses propos. Simon, visiblement irrité, répète fermement que ses amis ne devraient pas tarder. L'anxiété de Chloé atteint son comble, mais elle essaye de maintenir la situation sous contrôle par des banalités. Chloé ne comprend pas comment elle a pu avoir autant de chance, mais l'événement qui suit pourrait bien lui avoir sauvé la vie. Simon se dirige vers le réfrigérateur pour prendre une autre bière, mais il en sort une boîte vide, visiblement encore plus irrité. Chloé prend un risque et propose d'aller acheter de la bière pour la fête. Elle redoute que cette suggestion impliquant de sortir de la maison ne le mette davantage en colère, mais elle n'a plus d'autre idée. Contre toute attente,
Ses yeux s'illuminent à l'idée qu'elle puisse réellement vouloir boire avec lui, et, et il accepte. Alors qu'il marche vers le magasin d'alcool, Chloé ne sait toujours pas comment s'échapper. L'idée de juste m'éloigner de Simon dans ce quartier super désert me paraissait risquée. Mais j'étais tellement soulagée de ne plus être dans cette maison. Une fois arrivée, elle lui dit qu'elle n'a pas besoin d'entrer, c'est juste pour acheter de la bière. Mais Simon insiste pour qu'elle le suive. Et trop stressée pour discuter, elle accepte en espérant qu'une opportunité de partir se présente. À l'intérieur du magasin, Simon lui demande quelle bière elle veut. Chloé lui rappelle qu'elle doit travailler le lendemain et ne souhaite pas boire. Mais Simon est insistant. Il exige qu'elle nomme une marque, ou alors elle nomme simplement la première marque qui lui vient à l'esprit. Lorsqu'il passe à la caisse, le vendeur se montre assez désagréable. Chloé envisage brièvement de lui demander de l'aide, mais paniquée, elle renonce. Elle se souvient aussi des fois où son ex avait convaincu des inconnus qu'elle était folle pour les dissuader de l'aider. Ce vendeur semble être du genre à tomber dans le piège, donc elle préfère ne pas tenter sa chance. Elle a alors une dernière idée avant d'essayer de fuir ou de crier. Un drugstore se trouve juste en face. Elle prétend avoir besoin d'acheter une brosse à dents, laissant entendre qu'elle pourrait rester chez Simon. Ce dernier accepte avec enthousiasme, mais tente de la suivre dans le magasin. Chloé lui dit qu'il est interdit d'y entrer avec de l'alcool. Elle n'est pas sûre que ce soit vrai, mais Simon, ivre, la croit et accepte d'attendre dehors. Je pensais naïvement que je pourrais juste traîner dans le drugstore jusqu'à ce qu'il se lasse ou devienne méfiant et parte. Mais non. Après une demi-heure à me balader entre les rayons, il était toujours là, planté devant la vitrine, à me fixer. Il n'a même pas de téléphone en main. Chaque fois qu'elle vérifie, il est là, scrutant à l'intérieur pour la repérer. Chloé ne connaît personne dans la ville à qui demander de l'aide, et la police ne prend généralement pas en compte ce genre de situation. Les employés du magasin, qui semblent être majoritairement des lycéens, ne paraissent pas être des personnes qu'elle souhaite mêler à cette histoire. Elle s'étonne que Simon ne soit pas entré pour voir ce qui prend autant de temps. Elle envisage brièvement de se faufiler entre les rayons pour sortir discrètement, mais il reste obstinément à sa place, surveillant chaque mouvement. Chloé finit par stationner à la sortie du magasin et attend qu'un groupe de personnes avenantes passe en caisse. Elle les suit à l'extérieur du magasin, puis se tourne immédiatement vers Simon. D'une voix ferme et suffisamment forte pour faire comprendre qu'elle est prête à provoquer une scène, elle lui ordonne de la laisser tranquille et de rentrer chez lui. Surpris, Simon regarde les personnes qui montent dans leur voiture et, qui alerté par la tension, observe désormais la scène. Sans dire un mot, il fait demi-tour et s'en va. La situation se termine de façon étrangement calme, ce dont Chloé est profondément soulagée. Je cours jusqu'à la gare, qui heureusement est dans une direction opposée à la maison de Simon. Une fois chez moi, je vois que son profil sur l'app de rencontre a soit été supprimé, soit bloqué. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Des années plus tard, lorsque Chloé repensera à cette expérience, elle regrettera de ne pas avoir signalé cet individu. L'idée qu'il ait pu réitérer ce comportement avec une autre personne, après cette fois-ci avoir pris bien soin de réapprovisionner son réfrigérateur en bière, la tourmente. Cependant, à l'époque, elle est convaincue que personne ne l'aurait pris au sérieux. Et puis, elle était honteuse de ses choix. Elle souhaite simplement tourner la page. De surcroît, les informations dont elle dispose sont limitées. Un prénom probablement faux et une localisation approximative d'une maison qui n'était peut-être même pas la sienne. Elle sait qu'elle ne connaîtra sans doute jamais la vérité, et peut-être est-ce mieux ainsi. Quoi qu'il en soit, elle adresse une pensée claire à cet homme qu'elle nomme Simon. Putain de menteur. J'espère vraiment ne jamais te recroiser. Merci pour votre écoute. J'espère que cette première histoire qui marque le début d'une longue série vous aura autant plu à écouter que j'ai pris de plaisir à la raconter. À l'avenir, j'aimerais beaucoup vous proposer d'autres récits. Pas seulement d'horreur, mais aussi d'aventure. Des histoires vraies qui mêleraient courage, passion, suspense. Et donc, si vous souhaitez me soutenir dans cette aventure, ce serait grandement apprécié. Vous trouverez un lien en description. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.